Bonsoir, bienvenue dans Story en Austral et pour cette seconde semaine, en compagnie de Michel Allal-Volterra. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes journaliste à la retraite maintenant, mais enfin je ne sais pas si on est véritablement à la retraite. Non, jamais. C'est un métier où on n'est pas véritablement à la retraite. On a évoqué donc la semaine dernière avec vous ces premières années de la télévision. On s'était arrêté à 68. On va reprendre justement en 68 puisqu'il y a énormément de choses à dire sur cette période. Et puis c'est aussi notre dernière semaine d'émission. On se retrouvera à la rentrée et on continuera bien évidemment à évoquer cette histoire de la télévision en votre compagnie. Et il y en a à dire. On reprend justement en 68. 68, c'est une année charnière, on l'a vu. C'est là où la télévision arrive à une fin de cycle. Voilà, c'est comme le pays, en fait. La télévision est le reflet du pays, hein, quoi qu'on dise. Et là, il y a eu une déflagration qui a été la grève des journalistes de l'ORTF. C'était quelque chose de nouveau, on n'avait jamais vu ça. Et on n'avait jamais vu non plus qu'il y allait avoir un blackout total décidé par donc le ministère de l'Information. C'est-à-dire que la première chaîne de télévision, qui s'appelait Information Première, a décidé de licencier tout le monde. Pas forcément les techniciens, mais tous les journalistes. Tous. Y compris ceux qui ne voulaient pas faire grève ou qui ne faisaient pas grève, qu'on appelait les jaunes d'ailleurs, et qui continuaient, eux, à fonctionner en faisant l'ancêtre du service minimum, c'est-à-dire qu'ils faisaient un journal télévisé de guerre et qui était enregistré en fait dans un des piliers de la Tour Eiffel, sous surveillance de la police, et qui donc était diffusé par la Tour Eiffel. Donc en fait le système était complètement bétonné. Ça partait du studio qui était en sous-sol et l'émission remontait à l'émetteur tout en haut de la Tour Eiffel et était diffusée. Et ça durait, bon à mal an, ça devait durer 10 minutes, quoi. Bon, c'était juste pour diffuser la bonne parole du gouvernement. Et ces journalistes dits jaunes ont continué à fonctionner, mais tout le monde était licencié. Et puis après, vers la fin de l'année 68, on a recommencé à réintégrer petit à petit les gens qui feraient allégeance en disant que ils s'excusaient d'avoir fait grève, d'avoir manifesté dans Paris. Et moi, je me souviens, on avait manifesté avec Michel Drucker et moi, et d'autres, hein, bien sûr, en Bretagne, et on s'était retrouvés en prison, Michel et moi, parce qu'on avait organisé, comme ça se passait dans toutes les villes de France, à Rennes. Donc, on avait organisé un petit débat dans un des théâtres de la ville pour expliquer aux gens pourquoi on faisait grève. Et après ce débat, on est sorti avec une cinquantaine de personnes de la station de Bretagne et on avait manifesté dans les rues de Rennes. Et là, donc, les policiers nous ont arrêtés et on a passé la nuit au poste. Voilà. Donc finalement, la réintégration des journalistes fin 68, elle ne se fait que s'ils choisissent ou pas donc de faire allégeance au gouvernement. Comment ça se passe dans les faits ? Est-ce que beaucoup finalement vont rester sur le carreau ? Beaucoup vont accepter de revenir sous ces conditions ? Ou finalement, en fait, tout va se relâcher d'un coup ? Non. Petit à petit, c'est-à-dire que symboliquement, il fallait montrer qu'il y avait un filtre quand même. Donc ceux qui acceptaient de revenir, revenaient, mais en faisant leur mea culpa et tout ça. Et après, vers la fin de l'année, tout le monde était pratiquement réintégré. Il y a quelques-uns qui sont restés sur le carreau, qui repartiront vers la radio, vers les journaux et tout ça. Bon, il y avait des gens comme Emmanuel Delataille, François de Closet, tous les gens du service des sports, tous ces gens-là, qui étaient des vraies vedettes que tout le monde appréciait, ont été licenciés. Et donc, en fait, il y avait dans le staff, il y avait beaucoup de pigistes à l'époque. Il y avait un noyau dur de la rédaction et on faisait travailler beaucoup les pigistes. Et les pigistes travaillaient avec des critères qui étaient très particuliers, c'est-à-dire qu'on ne fonctionnait que jusqu'à 600 francs de pige par mois.
600 francs, ce n'était pas beaucoup à l'époque. Donc quand on avait fait ce nombre de piges et qu'on avait 600 francs, on a arrêté de travailler. Donc ça faisait qu'on avait un troupeau de pigistes qui était très très important. Et c'est dans ces pigistes que le gouvernement a été épuisé en leur disant, ben voilà, on va vous proposer un contrat, un CDD, mais à condition que vous fassiez vraiment un journal tout à fait clean, quoi. Merci beaucoup Michel Lalal-Volterra. On se retrouve demain en votre compagnie. On va évidemment continuer à évoquer cette histoire. Merci. Au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra. Bonsoir Michel Lalal-Volterra. Bonsoir. C'est notre deuxième émission de la semaine avant notre interruption estivale. On évoquait hier le sort de ces pigistes finalement après 68 qui se sont vus proposer des contrats pour pouvoir justement faire ce qu'on vous appeliez hier un journal clean. Voilà. Et donc, fort de ça, tout le monde est rentré au bercail, quoi, pratiquement. Et moi, je me souviens, j'étais pigiste et bon, je vais donner un exemple personnel, mais en fait, je suis parti, quand je me suis retrouvé au chômage, je suis parti faire mon service militaire. Mais chose étonnante, c'est que le directeur général de la télévision à l'époque était un garçon qui aimait énormément la chose militaire. Et j'ai eu l'idée, subtile on va dire, de retourner le voir pendant mon service militaire en uniforme pour lui demander s'il ne voulait pas me réintégrer. Et peut-être que donc l'ambiance et l'aspect de l'uniforme ne lui avaient plu et il avait accepté de me réintégrer. Mais d'autres ont fait allégeance totalement et sont rentrés tranquillement. Et puis, à la fin de 68, il y a eu une nouvelle aventure à la télévision. On avait oublié les manifestations, les grèves et tout ça, et on allait inaugurer la couleur. Et la couleur, donc, a été testée, en fait, dans les années 67. On faisait des essais de caméras, on faisait des essais de pellicules, et on travaillait sur donc, les développements de la pellicule couleur, qui était bon, quelque chose que les gens ne connaissaient pas beaucoup. Beaucoup de nos techniciens du laboratoire sont partis en Allemagne, en Angleterre pour faire des stages, et on a appris à traiter la pellicule couleur. Et en 68, donc, arrive vraiment la couleur. Et donc, la première émission de télévision couleur qui a eu lieu, et tout le monde à l'époque, et y compris le Canard enchaîné, s'était esclaffé parce qu'en fait, quand il y a eu la première image couleur, et que en fait Jean-Bernard Dupont, qui était le président, a dit qu'il donnait donc l'antenne à la couleur, toutes les personnalités qui étaient autour de lui, et lui y compris, étaient habillées en noir et avec une chemise blanche. Ce qui fait qu'en fait, on a dit que c'était de la couleur, mais ça ne se voyait pas à l'antenne, puisqu'ils étaient tous en noir et blanc pratiquement. Voilà, c'était un gag. Bon, évidemment, après, on peut le dire, la couleur, révolution, tout d'abord technique, mais avant que la couleur arrive dans les postes familiaux, ça a été beaucoup plus long. Mais ça, il faut le rappeler parce qu'on oui, parce qu'en fait, on ne connaissait pas. Et puis, en presse, il y avait en couleur, en télévision, donc aux États-Unis, qui avait commencé depuis longtemps, il y avait deux systèmes. Il y avait le système français et le SECAM, en fait, et il y avait le système américain, qui n'étaient pas du tout compatibles l'un et l'autre. Et on ne pouvait pas, nous, travailler, par exemple, avec des gens des télévisions étrangères, parce qu'on ne pouvait pas mélanger les images, parce que nos images étaient codées déjà avec le système SECAM, et quand on les envoyait aux États-Unis ou en Angleterre, ça ne marchait pas. En plus, il y avait le système SECAM, notamment, avait de grands avantages techniques, mais avait aussi un inconvénient, c'est que il n'arrivait pas à étaler vraiment la gamme de couleurs. Et tout ce qui était, par exemple, sombre, apparaissait en vert à l'antenne. Ce qui fait que des fois, quand on avait des interviews de personnalités africaines et tout ça, ils apparaissaient
verts. On était des petits hommes verts. Et c'était catastrophique au niveau diplomatique, hein, parce qu'on on voyait le président du Sénégal ou du Congo qui arrivait et qui était en vert dans les interviews, et ça a été catastrophique. Donc il y a eu un petit temps de recalage, et puis finalement, bon, on a réglé ça. C'était quand même une invention assez intéressante, le SECAM. C'était une invention de M. Henri de France qui, en fait, simplifiait au maximum le codage couleur. Parce qu'en fait, par exemple, la couleur blanche, c'est quoi la couleur blanche? C'est un mélange du bleu, du vert et du rouge. Si vous mélangez ces trois couleurs, bleu, vert, rouge, vous arrivez à du blanc. Et partant de ce principe, Henri de France avait dit, bon, on part de ces trois couleurs, et c'est pour ça que les canaux des télévisions, et dans les postes de télévision, et dans les caméras qui nous servaient à faire des directs, il n'y avait que trois canaux, un canal vert, un canal rouge et un canal bleu. Merci beaucoup Michel Halal-Volterra. On se retrouve demain à votre compagnie mercredi pour évidemment continuer à évoquer cette télévision des années 70. À demain, au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et nous sommes mercredi et nous sommes toujours en compagnie de Michel Halal-Volterra. Bonsoir. Bonsoir. On a parlé hier de couleurs. Aujourd'hui, on va parler évidemment de cette télévision des années 70 qui continue à évoluer puisqu'on le sait, il y a un nouveau président qui arrive, donc c'est Giscard d'Estaing, oui. Et il va impulser aussi une nouvelle dynamique. Il va impulser une nouvelle dynamique et une sorte de liberté d'expression du journaliste de télévision, puisque bon, De Gaulle avait sorti sa phrase lapidaire qui disait que les journalistes de la télévision n'étaient pas des journalistes comme les autres. Et Giscard avait autour de lui des gens qui étaient beaucoup plus des libéraux que des gens qui étaient qui vissaient un peu plus le système. Et il y avait notamment parmi eux un président de l'Assemblée nationale qui s'appelait Jacques Chaban-Delmas. Et qui, lui, était, mais alors, libéral à 100%. Et qui aimait bien quand même le média télévision aussi. Et qui adorait ça. Et, qui passait très bien, d'ailleurs. Et qui, c'était d'ailleurs, on se souvient aujourd'hui de Macron montrant à 4 les escaliers de l'Élysée le jour de son investiture. Eh bien, Chaban-Delmas, lui, faisait ça. Il marchait, il allait dans les jardins de l'Assemblée et tout ça. Mais bon, c'était un jeune politique très, très intéressant. Le Kennedy français aussi. Et libéral. Et donc, il avait pris sous sa coupe le patron de l'information, qui était Pierre Desgroupes. Et avec Pierre Desgroupes, on a commencé à libéraliser l'information sur les deux chaînes. Puisque, en fait, en 68, il y a eu la création de la deuxième chaîne, aussi. Donc, les deux chaînes, et sous la coupe des groupes et de Jacqueline Baudrier, qui était patronne de l'information de la deuxième chaîne, on a commencé à libérer un peu plus la parole officielle, et on arrivait à faire des sujets un peu plus normalisés, quoi, que les gens appréciaient. C'était, on pensait déjà, donc, à 80 sans le savoir. Et donc, avec des groupes, on a commencé à faire des journaux très intéressants. Enfin, je veux dire n'importe qui avait droit à s'exprimer, on faisait des interviews. Bon, il y avait un peu de censure, évidemment. Bon, quand même, on n'allait pas tout d'un coup faire des miracles, mais on arrivait à faire sortir, et c'est là, par exemple, à cette époque, que sont sorties des émissions comme Le Petit Rapporteur, qui était alors là presque quelque chose de hyper surprenant pour le téléspectateur de l'époque. Parce que Jacques Martin, Stéphane Collaro s'exprimaient et disaient tout et n'importe quoi à l'antenne, ce qu'on n'avait jamais vu. Justement, est-ce qu'à cette époque, le téléspectateur ressent cette
douce libéralisation qui se produit. Oui, bien sûr, parce que en fait, c'est comme un phénomène de l'adolescence, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils avaient l'impression de devenir adultes presque, hein, donc, et que on s'exprimait. Donc, on n'allait pas faire le parallèle entre ce que racontait le Canard enchaîné, par exemple, déjà à l'époque, et ce qui se passait à l'antenne des journaux télévisés. Mais on allait, donc, il y avait justement ce mouvement le dimanche après le journal de 13h, d'aller voir cette émission culte qui était devenue Le Petit Rapporteur. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça, bon, si on avait eu Médiamétrie à l'époque, ça aurait explosé les audiences, hein, de toute façon. De nouvelles figures aussi apparaissent à cette époque, justement, dans les années 70, de nouvelles figures de la télévision. Oui, en fait, il y avait des gens comme Étienne Moujotte, donc Joseph Pasteur, qui présentaient les journaux, qui était en fait le rédacteur en chef de Pierre Desgroupes, mais il présentait aussi les journaux. Et puis il y avait la première émission qui était un peu plus populaire, qui était les dossiers de l'écran. Les dossiers de l'écran, donc le principe... On diffuse un film et par rapport au thème de ce film, il y a un débat derrière. Énormément de gens venaient et pour s'exprimer et dire... Et comme c'était en direct, et qu'en plus, on avait, et c'était la première fois, ce qu'on appelait le retour du téléspectateur, le retour de l'opinion du téléspectateur avec le standard de SVP, donc les gens appelaient pour donner leur avis et s'exprimer à l'antenne. Et il n'y avait pas de filtre du tout. Ça, c'était aussi une première, parce que n'importe qui pouvait s'exprimer. Et après, il y a eu des émissions de Michel Polac. On en parlera justement demain. Celles-ci, elles sont restées dans la mémoire collective. Oui. Merci beaucoup, Michel Lallal-Volterra. On se retrouve demain pour notre avant-dernière émission en votre compagnie. À demain, au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostrale pour cette avant-dernière émission de la saison en compagnie de Michel Lallal-Volterra. Bonsoir. Bonsoir. Alors, hier, on est resté sur ces fameuses émissions de Michel Polac, qui sont restées dans la mémoire collective. Même parfois, maintenant, on se dit que ça serait impossible de faire ce genre d'émission à la télévision. Je ne sais pas si on peut dire que c'est impossible, parce qu'en fait, c'est le quotidien. On ne réalise pas, parce qu'on est blasé. On en a vu énormément de choses depuis 40 ans à la télé. Donc, mais c'est quotidien. En fait, on fait du Polac aujourd'hui. On a fait du Polac, bon, on en reparlera peut-être, avec De Chavannes. On fait, bon. Mais c'était la première fois qu'on regroupait des gens, et Polac était une sorte de diable, de démon qui aimait bien aiguillonner les gens et qui choisissait évidemment des invités polémiques, voilà. Et ses invités, en sachant que de toute façon, à un moment donné, ça allait exploser, et ça a explosé plusieurs fois sur des thèmes comme la religion, comme le sexe, comme l'emploi, bon, tous ces thèmes-là, qui sont des thèmes qui génère forcément des engueulades. Hein. Bon, et c'est vrai qu'on a vu voler des cendriers, on a vu des gens se battre comme des chiffonniers. Bon, c'était quelque chose aussi d'exceptionnel. Donc voilà, avec Le Petit Rapporteur, un autre pôle d'intérêt du téléspectateur qui découvrait tout d'un coup des choses qu'il n'avait pas l'habitude de voir, et y compris dans sa vie de tous les jours. Je veux dire qu'en fait, ce qu'on voyait à la télé, c'était quelque chose qui se passait aussi dans la société française. C'est-à-dire qu'avant, la société française, elle était quand même relativement bien policée et éduquée, on va dire, au sens étymologique du terme. Mais là, tout d'un coup, les portes s'ouvraient. Et les portes sont ouvertes, donc, grâce à Chaban-Delmas, Desgroupes et les autres. Donc, et c'est comme ça qu'on est arrivé après à créer les petites marches qui allaient nous pousser vers la libéralisation
totale de l'information et des émissions de radio et de télévision. On parlait déjà à l'époque, entre 1974 et 1981, on parlait déjà des radios libres, puisque en fait c'était des radios pirates qui étaient illégales, et donc ces radios libres ont été créées. Et moi je me souviens avoir fait le reportage sur la première radio libre de Lyon, qui existe toujours d'ailleurs, et qui était totalement illégale. Et je suis allé faire le reportage. Donc déjà, on autorisait presque les journalistes. Il y avait une tolérance en fait. Non, on nous autorisait même à en parler, alors que normalement, on n'aurait jamais dû en parler. Et donc, on sentait vraiment qu'on allait arriver à non seulement entrouvrir les portes et les fenêtres, mais à passer de l'autre côté, quoi. Donc, cette émission de radio privée de Lyon, c'était quelque chose aussi de phénoménal, quoi. C'est la première fois que les gens commençaient à penser, à dire tous, enfin, et les jeunes, je vais faire ma radio privée. Justement, il y a on le voit, ces poches finalement d'antennes libres, et puis il y a cette censure. Comment elle s'exerce ? Elle s'exerce quand même dans ces années-là. Alors, elle s'exerce parce que c'est là où aussi il y a un phénomène qui s'est créé, c'est l'autocensure. C'est-à-dire que, en fait, pour ne pas trop aller au-delà et pour que malgré tout nos reportages puissent passer, contrairement à ce qui s'était passé en 68, où on nous empêchait de diffuser ce qu'on tournait, pour qu'on arrive à diffuser nos reportages, on essayait d'arrondir le plus possible les angles, mais en laissant, et dans le commentaire quand on l'écrivait, et même dans les images, en laissant transparaître des choses qui étaient spécialement interdites. Donc, et c'est comme ça qu'on est arrivé petit à petit à libérer l'expression totale à la télévision. Mais d'autres choses allaient intervenir pour pouvoir le faire. On en parlera bien évidemment demain pour cette dernière émission de la semaine, et je pense qu'on se quittera avant 1981, puisque cela nécessite une bonne semaine d'émission en votre compagnie. Michel Allal-Volterra. Puis je rappelle évidemment que l'ensemble des émissions est disponible sur le www.alta-frequenza.courtica, et on se donne rendez-vous demain pour la dernière. À demain, au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostrale pour cette dernière émission de la saison, toujours en compagnie de Michel Allal-Volterra. Bonsoir. Bonsoir. Donc nous avons évoqué cette histoire de la télévision depuis 2 semaines en votre compagnie. Nous sommes arrêtés dans ces années 70, avant justement 1980, date charnière dont nous parlerons à la rentrée. Je rappelle évidemment que l'ensemble des émissions est disponible sur le www.alta-frequenza.courtica en vidéo et en podcast. Et nous allons parler de ces petits prémices avant la totale libéralisation des ondes. Oui, la clé qui a ouvert la porte, la clé, ça a été la création des chaînes. En fait, en 74-75, les chaînes TF1, Antenne 2 et FR3 ont été créées. C'était la fin de l'ORTF. Donc, et ça, c'était aussi à Chaban-Delmas qu'on le devait. Donc, Chaban avait décidé donc, de libéraliser et de créer de nouvelles chaînes. 3 chaînes officielles, toujours publiques, les chaînes publiques, qui dépendaient toujours du gouvernement, même s'il n'y avait plus ou moins pas de ministère de l'Information. Et donc, cette création des nouvelles chaînes avec les nouvelles appellations ont fait que, tout d'un coup, on a changé la vitrine du magasin, quoi. Voilà. C'est simplement... c'était un changement de vitrine parce que ça ne changeait pas vraiment ce qui était en vente à l'intérieur. Elles avaient des vocations quand même différentes, ces 3 chaînes. Elles avaient des vocations différentes. La TF1 était d'abord la chaîne, elle a toujours été, même aujourd'hui, elle est encore. Le divertissement. Donc, la chaîne historique. Et elle allait devenir la chaîne la plus riche. Et en fait, la 2, qui était donc la première chaîne couleur,
était en fait une chaîne encore plus, on va dire, d'État que la première chaîne. Pourquoi ? On ne sait pas. C'est un phénomène qui fait que de toute façon, il n'y avait pas encore les tests des audiences et tout ça, donc on ne savait pas que la 1 avait beaucoup plus d'audience que la 2 et que la 3. La 3 est arrivée bien plus tard. Hein. Plus régionaliste, la 3 déjà. Elle avait cette vocation plus régionale. Voilà, le cahier des charges de FR3, c'était les régions de France. Donc il fallait aller, en créant cette chaîne, il fallait aller embaucher des gens qui émanaient des régions et qui avaient donc plus une couleur du terroir que les journalistes parisiens. Ça a fait d'ailleurs des plaisanteries parce qu'en fait, on comparait les journalistes de FR3 à des paysans, à des vendeurs de camembert, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'aura des journalistes qu'on avait connus auparavant à la télévision française. Mais c'est quand même cette chaîne qui intéressait le plus le téléspectateur local. Et donc ce phénomène, subrepticement, allait aussi faire son chemin parce que les gens allaient regarder les informations du bout de la rue, comme on l'a appelé par la suite. Hein. Je crois que c'est Jean-Marie Cavada qui avait inventé le slogan. Et donc, les gens voulaient savoir ce qui se passait à côté de chez eux. Et ça ne les empêchait pas d'être toujours autant intéressés par l'information nationale ou internationale. Mais ça a amené quelque chose de plus. Justement, donc l'arrivée de ces 3 chaînes, ça va permettre peut-être que la censure s'exerce moins, finalement ? Non, pas forcément, parce que en fait, les directeurs régionaux de FR3 étaient d'ailleurs ce qu'on avait appelé des préfets de la télévision, c'est-à-dire qu'en fait... La fameuse radio-télévision préfecture. Des commissaires politiques aussi, puisqu'ils étaient nommés par l'autorité suprême, hein, et donc, eux, par définition, c'était le filtre numéro 1 de l'information, et donc, ce filtre de l'information qui existait au niveau national, il a été transporté dans les régions, et il ne fallait parler que de ce qui se passait dans les préfectures, et tout ça avait... On avait recomposé, en fait, politiquement, un petit système local et régional de télévision encore plus censuré. Merci beaucoup Michel Lalal-Volterra, puis on se donne rendez-vous à la rentrée puisque c'est notre interruption estivale. En votre compagnie, évidemment, on va parler de 1981 à la rentrée. Eh bien voilà, on va voter. Merci, au revoir et bonnes vacances. Au revoir.